en 72 heures, 23 3 unités bougent et le pays se crispe. Les marchés ferment plus tôt, les radios d'État raccourcissent leurs bulletins et des ambassades annulent sans explication, tandis que des drones non identifiés traversent le ciel comme des tests de nervosité. Que dit ce calme forcé à ceux qui observent Ibrahim Traoré et cherchent un repère? Si ce silence tient, il annonce une rupture. Ce récit fait une promesse précise: démêler une crise avant qu'elle ne se transforme en mythe. Il ne s'agit pas d'additionner des rumeurs, mais d'ordonner des faits observables pour comprendre comment un État enclavé du Sahel peut devenir en quelques jours le point focal d'un jeu d'influence disproportionné. Le bénéfice est salé, ça claire, comprendre plus vite pour juger plus juste. Dans cette séquence, chaque détail compte: un fonds gelé sans annonce publique, une réunion diplomatique annulée, un redéploiement militaire qui ne dit pas son nom. Pris isolément, ces signaux semblent anodins. Alignés dans le temps, ils dessinent une mécanique. L'enjeu dépasse le Burkina Faso. Ce qui se joue ici peut devenir un précédent régional, une méthode reproductible de pression indirecte. Lire correctement cette dynamique n'est pas un luxe analytique, mais c'est une nécessité stratégique pour éviter les conclusions hâtives. La question n'est donc pas seulement de savoir ce qui se passe, mais comment et pourquoi cela se produit maintenant. En moins de 72 heures, 23 trois une unité, soit environ 18% des capacités opérationnelles, sont repositionnées autour de Ouagadougou. Ce chiffre révèle une réalité décisive. La menace n'a pas surpris l'État. Elle a été anticipée par une chaîne décisionnelle conçue pour agir avant que le danger ne devienne visible. À partir de là, le décor s'éclaire. Les premiers indices ne surgissent donc pas sous forme de confrontation ouverte, mais par une synchronisation inhabituelle de signaux faibles. Des réunions sont annulées simultanément dans plusieurs ambassades. Des fonds sont gelés sans justification publique. Dans l'espace médiatique, des narratives jusque-là dispersées convergent vers un même registre. Est-ce l'urgence démocratique? Pris séparément, ces éléments ne prouvent rien. Leur alignement temporel, en revanche, dessine une intention. C'est dans cet interstice que la figure d'Ibrahim Traoré prend une place centrale. Jeune chef d'État, il devient un point d'ancrage symbolique pour deux lectures opposées. Pour une partie de la population burkinabé, son positionnement souverainiste incarne une tentative assumée de rompre avec des influences extérieures anciennes. Pour certaines chancelleries occidentales, son rapprochement avec Moscou et Pékin signale un basculement stratégique jugé déstabilisant. Cette polarisation n'est pas nouvelle dans le Sahel, mais elle se réactive avec une intensité inhabituelle. Le contexte régional amplifie cette tension. Le Burkina Faso, enclavé mais stratégique, se trouve là à la jonction de routes politiques, militaires et informationnelles. Chaque modification d'équilibre dans le pays résonne immédiatement chez ses voisins. Dans ce cadre, la rapidité du redéploiement militaire agit comme un message. La fenêtre de surprise est fermée. Ce mini révélateur change la lecture de la crise. Il ne s'agit plus d'un État réagissant dans l'urgence, mais d'un appareil qui a intégré des schémas déjà observés ailleurs hors le Sahel.
La question initiale posée au début de ce récit trouve ici un premier élément de réponse. Si la tension a été contenue, c'est parce qu'elle a été identifiée. Avant de devenir visible, à ce stade, la crise cesse d'être abstraite et prend des visages précis. Dans la série, l'appareil d'État, quelques figures discrètes deviennent des repères opérationnels. Le colonel Sanou, chargé de la sécurité présidentielle, supervise une série de vérifications internes rarement médiatisées. Mais plusieurs officiers sont temporairement écartés après la découverte de contacts non déclarés avec des acteurs extérieurs. Le geste paraît technique, presque administratif. Il constitue pourtant une première ligne de défense, car il réduit la surface de vulnérabilité au cœur même de la décision. Sur le terrain, la capitaine Diarra incarne une vigilance d'un autre type. Responsable des patrouilles nocturnes à Ouagadougou, elle coordonne des équipes qui sillonnent des rues inhabituellement calmes. Les missions sont simples en apparence: observer, noter, sécuriser. Leur efficacité tient à leur régularité. Avant toute alerte officielle, ces micro-actions créent un filet de prévention qui limite l'effet de surprise et empêche la rumeur de se transformer en panique. Ces trajectoires individuelles éclairent la posture du sommet. Ibrahim Traoré n'intervient pas à chaque instant, mais son influence se lie dans la cohérence des ordres transmis. L'accent est mis sur l'anticipation plutôt que sur la démonstration de force. Cette approche produit des effets droit-fil-escatid. Pas d'affrontement visible, pas de basculement de garnison, mais une réorganisation silencieuse des priorités. L'impact précoce est donc mesurable autrement. La stabilité ne se manifeste pas par le bruit des armes, mais par l'absence de ruptures. Dans cette phase, tenir sans escalade devient déjà une victoire méthodologique. Une victoire méthodologique. Avant que la crise ne soit nommée, elle s'installe par une série de décalages presque imperceptibles. Les radios d'État raccourcissent leurs bulletins non par censure affichée, mais par prudence éditoriale. Les marchés ferment plus tôt, comme si l'on cherchait à réduire l'exposition avant même de comprendre le risque. Plusieurs ambassades annulent des rendez-vous prévus de longue date sans explication publique, créant une première onde d'inquiétude parmi les observateurs avertis. À ce stade, rien n'indique encore une rupture. Tout ressemble à une accumulation de précautions isolées, puis l'alerte interne se déclenche. Les services de renseignement détectent des échanges chiffrés entre un petit groupe d'officiers et des interlocuteurs situés hors du territoire. Le vocabulaire employé attire l'attention. Des expressions comme aide humanitaire coordonnée apparaissent déjà observées dans d'autres contextes sahéliens lors d'opérations d'influence clandestines. Cette similarité agit comme un signal d'activation. La routine cède la place à une logique de surveillance renforcée. Le samedi marque la montée en tension. Des drones non identifiés sont repérés au-dessus de la zone militaire nord. Leurs trajectoires sont courtes, répétitives. Elles se sont apparentes, comme si l'objectif n'était pas l'attaque, mais la mesure de la réactivité. Le lendemain, des tracts anonymes circulent dans plusieurs quartiers de Ouagadougou avec un message unique de rétablir la démocratie. Le slogan n'est pas nouveau. Il a déjà servi de prélude narratif à des renversements présentés comme légitimes ailleurs dans la région. Sa diffusion rapide transforme un mot d'ordre en outil de préparation psychologique. Le lundi,
La séquence bascule dans l'accélération. L'état-major passe en alerte maximale. Les communications avec certaines garnisons deviennent instables. À l'aéroport, des diplomates étrangers quittent la ville de manière discrète mais ordonnée. Le ministre de la Défense annule toutes les permissions militaires. Des unités loyales se positionnent sur les axes clés, tandis que des blindés prennent place autour du palais présidentiel, de la télévision nationale et des infrastructures stratégiques. La ville reste calme, mais l'atmosphère se charge d'électricité. C'est à ce moment qu'Ibrahim Traoré intervient publiquement. Son discours est bref, sans emphase. Il ne cherche pas la confrontation, mais pose un cadre. Le Burkina Faso ne doit pas subir un scénario extérieur déjà vu ailleurs. Cette prise de parole sert de point de repère. Pour les unités engagées, elle clarifie la ligne. Pour la population, elle offre une lecture cohérente d'événements jusque-là fragmentés. Le mardi, la pression change de forme. Des cyberattaques visent des sites gouvernementaux. Les connexions s'effondrent par vagues. Sur les réseaux sociaux, des messages de désinformation se multiplient évoquant des trahisons imminentes et des défections imaginaires. Pourtant, aucune garnison ne bascule. Les forces loyales tiennent. Des images d'Ibrahim Traoré visitant des avant-postes circulent alors. Elles ne relèvent pas de la mise en scène, mais d'un besoin de rassurer des soldats confrontés à l'incertitude. Le mercredi apporte la résolution provisoire. L'armée annonce l'arrestation de plusieurs officiers impliqués dans des échanges suspects. Les rues se remplissent timidement. Il n'y a ni célébration ni triomphalisme, seulement un soulagement discret. La tentative n'a pas abouti. Le pays a résisté non par improvisation, mais par anticipation. Cette chronologie courte, dense, laisse des traces durables. Le scénario attendu n'a pas fonctionné. La mécanique de déstabilisation a été neutralisée avant son aboutissement. Cette rupture modifie le rapport de force et ouvre une question plus large. Qu'implique, à long terme, cette capacité nouvelle à fermer la fenêtre de surprise? Le passage du récit aux chiffres permet de mesurer ce qui, jusque-là, relevait de l'intuition. Le premier mouvement clé se lit dans l'organisation militaire. Avant la crise, les unités étaient dispersées selon une logique de couverture territoriale étendue. Après le déclenchement de l'alerte, 23 unités, soit environ 8% des capacités opérationnelles, sont repositionnées autour de la capitale en moins de 72 heures. Ce basculement rapide ne décrit pas une réaction paniquée, mais un choix méthodologique: concentrer la force pour réduire les angles morts avant que la menace ne se matérialise. En privilégiant la vitesse sur l'exhaustivité de l'information, la chaîne de commandement ferme la fenêtre d'opportunité d'une action hostile coordonnée. Le deuxième indicateur concerne l'économie extérieure. Avant l'épisode, les échanges avec les partenaires occidentaux constituaient une part dominante des flux commerciaux et financiers. Depuis le début de la séquence, ces échanges enregistrent une baisse estimée à 22%. Pris isolément, ce chiffre pourrait signaler un affaiblissement. Interprété dans le contexte, il révèle un recentrage assumé. Les autorités financières évoquent une diversification accélérée vers des marchés régionaux, moins exposés aux leviers de pression diplomatique. La perte à court terme devient un outil de réduction de dépendance. Dans cette logique, Ibrahim Traoré privilégie la résilience structurelle à la continuité apparente. Le troisième repère touche à l'opinion publique. Avant la crise,
la perception des menaces extérieures restait diffuse et fragmentée. Après les événements, un sondage interne mené auprès de 5 000 citoyens indique que 64% attribuent la tentative de déstabilisation à des acteurs extérieurs. Cette convergence de lecture joue un rôle d'amortisseur social. Et ouais, limite la propagation de récits concurrents et réduit la probabilité d'une fracture interne exploitée de l'extérieur. Une cohésion de perception ne garantit pas la stabilité, mais elle en augmente la durée de vie. C'est ce 3 delta mis en perspective compose une matrice lisible. Militairement, l'État agit en amont plutôt qu'en réaction. Économiquement, il accepte une contraction ciblée pour gagner en marge de manœuvre. Socialement, il bénéficie d'un alignement narratif inhabituel dans un contexte de tension. Aucun de ces éléments ne constitue une victoire définitive. Ensemble, ils décrivent une capacité à tenir une ligne sous pression. Les chiffres ne racontent donc pas un succès spectaculaire, mais une transformation de méthode. Ils montrent comment un appareil d'État apprend à anticiper, à absorber le choc, puis à ajuster ses priorités sans rupture brutale. Dans un environnement sahélien où l'alerte arrive souvent trop tard, cette chronologie inversée change la lecture stratégique. La donnée cesse d'être un décor technique pour devenir un révélateur d'intention. À ce stade, une question s'impose naturellement. Ces ajustements quantifiés peuvent-ils résister à une pression prolongée ou ne sont-ils qu'un répit chiffré dans une séquence plus longue? Deux lectures opposées structurent aujourd'hui le débat autour de la séquence burkinabé et chacune mérite d'être formulée dans sa version la plus solide. La première thèse, largement relayée dans plusieurs médias occidentaux, soutient que l'orientation actuelle accroît l'instabilité régionale. Selon cette lecture, la centralisation accélérée du pouvoir, le durcissement sécuritaire et le rapprochement avec Moscou et Pékin fragilisent des équilibres déjà précaires. Les défenseurs de cette position avancent que l'isolement diplomatique et la contraction des échanges extérieurs risquent d'éroder les capacités économiques, d'alimenter le mécontentement social et c'est à terme de créer les conditions d'une crise plus profonde. Pour eux, la prudence exigerait un retour rapide à des cadres de coopération éprouvés, même imparfaits. La seconde thèse, plus présente dans les analyses africaines, propose une lecture inverse. Elle considère que la période actuelle correspond à une sortie assumée d'un cycle de dépendance. Les partisans de cette approche rappellent qu'il y a quelques années, une part importante du budget national reposait sur l'aide internationale, créant une vulnérabilité structurelle aux pressions politiques. La réduction progressive de cette dépendance, même coûteuse à court terme, est s'est perçue comme une condition nécessaire à l'autonomie stratégique. Dans cette optique, les choix portés par Ibrahim Traoré ne seraient pas un facteur de désordre, mais une tentative de rééquilibrage dans un environnement historiquement asymétrique. Entre ces deux pôles, une lecture plus nuancée s'appuie sur des données intermédiaires. Des observateurs régionaux notent une amélioration limitée, mais mesurable de la sécurité dans certaines provinces après la réorganisation militaire initiale. Sur une période de 6 mois, les attaques visant des infrastructures stratégiques auraient été diminuées d'environ 12%. Ce chiffre reste modeste et ne valide aucune promesse de stabilisation durable. Il nuance toutefois les scénarios d'effondrement rapide. La réponse étayée ne consiste donc pas à trancher idéologiquement. Elle reconnaît que la trajectoire actuelle comporte des risques réels.
tout en constatant qu'elle a jusqu'ici produit des effets concrets de court terme. Le débat se déplace alors. La question n'est-il plus de savoir si ce pari est dangereux, mais quelles conditions permettraient d'en limiter les coûts tout en préservant les gains observés. À mi-parcours, le cœur de la crise se déplace. Les blindés et les sirènes quittent le premier plan, remplacé par une confrontation diffuse, numérique et psychologique. Après l'échec d'une déstabilisation classique, la pression change de nature. Les rapports confidentiels évoquent une stabilisation ambiguë, formule qui traduit moins une victoire qu'un brouillard stratégique durable. L'objectif n'est plus de renverser, mais d'éroder lentement la cohésion par la rumeur, la désinformation et l'infiltration des circuits décisionnels. Sur le terrain, l'appareil sécuritaire s'adapte. Les forces burkinabées renforcent le contrôle des transmissions, surveillent les flux d'informations et isolent les zones sensibles sans annoncer de nouvelles mesures spectaculaires. Cette sobriété opérationnelle marque un tournant méthodologique. L'État ne cherche plus à démontrer sa force, mais à réduire l'espace d'action d'un adversaire sans visage, sans calendrier et sans frontières claires. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré introduit un pivot narratif décisif. En affirmant que la vigilance devient une condition d'indépendance, il transforme la peur en méthode. La stabilité cesse d'être un état passif pour devenir une discipline collective. Cette inflexion redéfinit l'enjeu, mais empêcher non pas un choc brutal, mais une usure progressive de la confiance. Ce déplacement du terrain m'explique pourquoi la crise semble contenue tout en restant ouverte. La question n'est plus de savoir si la menace a disparu, mais comment une société s'organise pour vivre durablement sous pression sans se fragmenter. Les effets de la séquence ne s'arrêtent pas à la neutralisation d'une tentative de déstabilisation. Et ils se diffusent en cercles concentriques qui touchent l'État, les entreprises, les ménages et l'environnement régional. Chacun de ces niveaux réagit selon ses propres contraintes, mais tous sont traversés par une même logique d'ajustement accéléré. Dans cette recomposition, Ibrahim Traoré apparaît moins comme un acteur isolé que comme un point de convergence d'arbitrage multiples. Pour l'État, la conséquence immédiate est une centralisation fonctionnelle. Les chaînes de décision sont raccourcies pour réduire les délais entre renseignement, arbitrage et action. Le budget alloué à la sécurité passe d'environ 24% à 32%, signal clair d'une priorité donnée à la stabilité institutionnelle. Cette évolution n'est pas présentée comme un durcissement idéologique, mais comme une réponse à un environnement où la marge d'erreur s'est réduite. Les administrations civiles s'adaptent à ce nouveau tempo, parfois en prix de procédures plus lourdes, mais avec un objectif explicite, limiter les angles morts exploitables. Pour les entreprises, notamment dans les secteurs stratégiques, l'impact c'est plus ambivalent. 3 concessions minières étrangères sont suspendues le temps d'audits renforcés. Les exportations d'or reculent d'environ 15%, affectant les recettes à court terme. En parallèle, des opérateurs régionaux prennent le relais, maintenant une production relativement stable. Ce basculement
crée des frictions logistiques et financières, mais il réduit la dépendance à des capitaux perçus comme politiquement conditionnels. Les entreprises locales réorganisent leurs circuits, misant davantage sur des corridors régionaux pour préserver leur activité. Pour les ménages, la pression se traduit par une fatigue diffuse. L'inflation alimentaire approche les 11%, pesant sur le quotidien. Pourtant, des mécanismes d'adaptation émergent. Des réseaux d'entraide se structurent autour du stockage collectif, de la mutualisation des grains ou de petits projets énergétiques locaux. Ces initiatives ne compensent pas totalement la hausse des prix, mais elles amortissent le choc. Elles révèlent une capacité de résilience sociale qui limite la transformation de la contrainte économique en colère politique. Peut-être que, mate, pour la région, enfin les effets dépassent les frontières. Le Mali et le Niger renforcent leur coordination sécuritaire avec le Burkina Faso, formant un bloc de coopération inédit. Depuis cette synchronisation, les incursions transfrontalières diminuent d'environ 9%. Cette baisse reste modeste, mais elle signale que l'alignement des stratégies produit des résultats mesurables. Les chancelleries occidentales observent cette consolidation avec prudence, conscientes que leur marge d'influence se resserre. Pris ensemble, ces impacts dessinent un tableau nuancé. Et il n'y a ni effondrement, ni victoire éclatante. Chez Anna, il y a un pays qui absorbe un choc et se reconfigure sous contrainte. La question ouverte au milieu du récit trouve ici un début de réponse. La stabilité observée n'est pas un retour à la normale, mais l'installation d'un nouvel équilibre précaire. À partir des dynamiques observées, les 12 prochains mois peuvent se lire à travers trois trajectoires. Et là, c'est sur une trajectoire plausible. Aucune ne relève de la prédiction, chacune découle de conditions déjà visibles et de choix encore ouverts. L'enjeu n'est pas d'annoncer l'avenir, mais d'identifier ce qui pourrait faire basculer d'un scénario à l'autre, dans un contexte où la marge d'erreur reste étroite. Ah, ça y est, commençons par le scénario de base. Dans cette hypothèse, l'équilibre actuel se maintient sans amélioration nette. Les forces de sécurité consolident leurs dispositifs, limitant les chocs majeurs sans éliminer les tensions diffuses. L'économie ne redémarre pas franchement, mais évite la rupture grâce aux partenariats régionaux. Sur le plan diplomatique, les frictions persistent sans escalade ouverte. La stabilité repose sur une discipline collective plus que sur des gains tangibles. C'est Ibrahim Traoré conserve une légitimité fonctionnelle fondée sur la capacité à tenir plutôt qu'à transformer. Puis, imaginons un scénario favorable. Ici, les ajustements produisent des effets cumulatifs. Les coopérations régionales se renforcent, fluidifiant les échanges et réduisant certaines vulnérabilités logistiques. Les investissements africains augmentent progressivement, compensant une partie du retrait occidental. L'appareil d'État gagne en professionnalisation, améliorant la coordination civile et militaire. Dans ce cadre, la posture souverainiste cesse d'être seulement défensive pour devenir un levier d'intégration régionale. La pression extérieure demeure, mais son impact s'atténue. Enfin, considérons un scénario défavorable. Dans cette projection, un choc externe rompt l'équilibre fragile. Sanctions économiques plus dures, cyberattaque majeure ou incident diplomatique déclenchent une spirale de mesures d'urgence.
La centralisation atteint ses limites, la fatigue sociale s'accentue et la cohésion narrative se fissure. Le risque principal n'est pas un effondrement brutal, mais une érosion progressive de la capacité d'adaptation. Face à ces options, une recommandation s'impose. Documenter, mesurer, corriger avant d'interpréter. Comprendre les conditions du pire reste le moyen le plus sûr de ne pas s'y laisser glisser. À mesure que la crise se stabilise sans se refermer, ses effets de fait deviennent plus lisibles à hauteur d'individus et de groupes. Ce déplacement d'échelle est essentiel car il montre comment une séquence géopolitique abstraite se traduit en contraintes concrètes. Trois ensembles sont particulièrement exposés. Ceux qui informent, ceux qui produisent, et ceux qui leur expérience quotidienne éclaire la solidité réelle de l'équilibre en cours. Pour les acteurs de l'information, journalistes, enseignants, relais communautaires, la pression est double. Il doit être maintenir une circulation minimale des faits tout en filtrant une rumeur devenue plus sophistiquée. Vérifier avant de transmettre devient une discipline plutôt qu'une règle déontologique. Leur rôle s'élargit. Ils ne commandent de maths. Das plus seulement l'actualité. Ils contribuent à stabiliser l'espace public en empêchant l'emballement narratif. Cette fonction, souvent invisible, limite l'impact des campagnes de désinformation. Pour les producteurs, commerçants, agriculteurs, quand on a inventé petit de dire quand on a six entreprises et quand on a testé l'ajustement est matériel et variation de prix, retard logistique, accès plus incertain à l'énergie imposent des réponses pragmatiques. Beaucoup réorganisent leurs circuits, mutualisent des ressources, privilégient des échanges de proximité. Ces micro-stratégies ne suppriment pas la contrainte, mais elles réduisent la dépendance aux flux instables. L'économie du quotidien devient un terrain d'adaptation silencieuse. Pour les acteurs de la sécurité, soldats, volontaires et civils, équipes logistiques, la charge est continue. Vigilance nocturne, rotation prolongée, communication à sécuriser rythment le temps. Leur engagement conditionne la stabilité observée, sans garantie de reconnaissance immédiate. La sécurité cesse d'être un concept et prend la forme d'actes répétés. Ces trois expériences convergent vers une même réalité. La cohésion ne repose pas uniquement sur les décisions du sommet, mais sur la capacité de chacun à tenir sous pression. C'est à ce niveau que se mesure la durabilité de la séquence actuelle. Pour sortir d'une logique de gestion de crise permanente, la stabilisation doit se transformer en méthode. À ce stade, l'enjeu n'est plus seulement d'éviter un choc, mais d'organiser une trajectoire lisible qui réduise la probabilité de répétition. Ibrahim Traoré insiste sur ce point. Sans cadre structuré, chaque succès reste fragile. 5 axes opérationnels émergent des décisions déjà observées et des leviers disponibles, sans promettre de rupture rapide. Le premier axe concerne la sécurité territoriale. Il vise à renforcer les zones frontalières et à fiabiliser les transmissions. Les forces armées, appuyées par des unités locales et des partenaires régionaux, concentrent leurs efforts sur les couloirs sensibles. L'horizon est immédiat, avec un suivi mensuel. L'indicateur clé reste la réduction
des incidents signalés dans les zones à risque. Le deuxième axe touche à la souveraineté financière. L'objectif est de diminuer la dépendance aux circuits extérieurs les plus exposés aux pressions politiques. Le ministère des Finances et les opérateurs régionaux ajustent progressivement les flux. Le calendrier s'étend de 3 à 12 mois. La mesure de progrès passe par la part relative des importations européennes appelée à reculer. Le troisième axe porte sur la production et l'énergie, relancer les coopératives minières, étendre certaines surfaces cultivées et stabiliser l'approvisionnement énergétique constitue un triptyque central. Les ministères sectoriels et les collectivités locales pilotent ces chantiers sur un horizon de 6 à 18 mois. Les indicateurs combinent emplois créés, volume produit et capacités énergétiques installées. Le quatrième axe concerne l'information. Professionnaliser la presse nationale et réduire l'impact de la désinformation deviennent des priorités continues. Les médias, les autorités civiles et les télécommunications coordonnent leurs efforts. Le suivi repose sur la détection et la correction rapide des rumeurs majeures. Enfin, le cinquième axe vise la mémoire institutionnelle. Documenter les décisions, enseigner les principes de souveraineté et créer des repères civiques s'inscrivent dans un horizon de 12 à 24 mois. Cette feuille de route ne garantit pas le succès. Elle crée toutefois un cadre où la cohérence l'emporte sur l'improvisation. Dans les rues que la capitaine Diarra parcourait quelques semaines plus tôt, le calme revient par fragments. Les patrouilles sont moins visibles, mais la vigilance demeure. Les gestes se font plus sobres, presque routiniers, comme si l'exception cherchait à devenir habitude. Cette normalité partielle n'est pas l'oubli de la menace, mais l'apprentissage d'une présence continue de l'incertitude. Ibrahim Traoré apparaît moins souvent dans l'espace public car il laisse la parole les ministres, à des responsables locaux, à ceux qui portent en la gestion quotidienne. Ce retrait relatif n'est pas un effacement. Il signale une transition, déplacer le centre de gravité d'une figure vers un ensemble. Le pouvoir cesse d'être concentré dans une voie unique pour se diffuser dans des pratiques partagées. Les slogans entendus au plus fort de la tension perdent de leur force performative. À leur place, des conversations plus modestes s'installent dans les marchés, les écoles, les postes de garde. On parle moins de rupture et davantage de continuité. Cette évolution révèle une transformation silencieuse. La stabilité ne tient plus à la peur d'un choc, mais à la cohérence de gestes répétés. Le fil narratif amorcé au début du récit trouve ici son écho. Ce qui a contenu la crise n'est pas un acte spectaculaire, mais une série de choix minuscules alignés dans le temps. Dans ce contexte, une certitude s'impose simple et exigeante: tenir sans bruit et tenir soit déjà une forme de souveraineté. À l'issue de cette séquence, il ne reste ni triomphe clair, ni défaite avouée. Et il reste une société qui apprend à composer avec une pression durable et des choix qui s'inscrivent dans le temps long. Le Burkina Faso n'est plus seulement observé pour ce qu'il subit, mais pour la manière dont il s'organise. Cette distinction
change la place du pays dans les conversations régionales et internationales. Le débat autour d'Ibrahim Traoré cristallise cette bascule. Certains y voient une trajectoire risquée, d'autres une expérimentation nécessaire. Entre ces lectures, une zone de discussion demeure ouverte, faite de faits à vérifier, de signaux à interpréter et de conséquences à mesurer. C'est dans cet espace que la compréhension collective progresse loin des slogans rapides. Pour le lecteur, l'enjeu n'est pas de choisir un camp, mais d'exercer une vigilance active, comparer les récits, replacer les chiffres dans leur contexte, suivre les évolutions sans céder à l'urgence émotionnelle. Cette attitude n'influence pas seulement une opinion individuelle, elle participe à la qualité du débat public. Alors, face à des crises de plus en plus silencieuses et complexes, une question mérite d'être posée calmement. Tassaoil, comment voulons-nous lire les signaux faibles avant qu'ils ne deviennent des chocs visibles?